Bonjour Yannick, Bonjour Julien. merci de m'accueillir chez toi. Merci de venir. Je suis vraiment très content. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Yannick Fradin, voilà. Je suis écrivain de l'imaginaire. Donc j'écris essentiellement des romans de fantasy, de médiéval fantastique, de fiction historique. J'écris aussi des contes lyriques et merveilleux, des contes régionaux et des récits sous forme de novella essentiellement inspirés du légendaire régional. Voilà. Donc ça c'est pour l'écriture. J'ai également quelques nouvelles de science-fiction et de fantastique à côté, mais ça reste assez périphérique dans le cadre d'appels à texte ou de concours. Voilà, et je suis un auteur essentiellement auto-édité, puisque c'est la voie que j'ai choisie. J'ai aussi été édité en maison d'édition, donc je suis un petit peu hybride, mais je suis quand même essentiellement auto-édité. Voilà. D'accord. Donc les sujets de tes livres, c'est vraiment tout ce qui est fantastique. Je veux dire, tu es vraiment ciblé sur le fantastique. Oui, c'est Voilà. vraiment de la littérature de l'imaginaire, Oui. avec assez souvent une dimension historique qui est un petit peu greffée par-dessus. Par exemple pour le légendaire régional ou les contes régionaux. Il y a toujours une dimension entre guillemets un peu culturelle, une dimension complètement imaginaire et une dimension lyrique avec notamment des sonnets, format poétique que j'aime beaucoup et que j'utilise dans tous mes ouvrages. D'accord. Voilà. Pourquoi écrire? Pourquoi tu t'es dit un jour, ah bah tiens, je vais écrire un livre? C'est une bonne question. Pourquoi écrire? Pour transmettre des choses. J'écris pour donner vie à des personnages, donner vie à des univers et partager un petit peu des réflexions et des idées et des mondes imaginaires également avec d'autres personnes. Donc l'écriture c'est vraiment un moyen de donner vie à quelque chose qui est un petit peu dans mes idées à moi et de les partager avec d'autres personnes. Et voilà, et quelquefois on peut poursuivre un petit peu l'écriture au-delà du livre en discutant avec les lecteurs. Donc c'est essentiellement pour ça que j'écris, pour exprimer des choses et les partager. Très bien. Et tes sources d'inspiration, c'est quoi? Parce que tu es dans l'imaginaire, mais est-ce que des choses de la vie courante peuvent t'aider, peuvent t'inspirer et la transmettre dans ton monde imaginaire? Ah oui, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Déjà des lectures, pas mal de lectures. La période, on va dire, fin du XIIe, début du XIIIe en France. Alors le Moyen-Âge un peu dans son ensemble, mais surtout cette période-là qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse beaucoup et que je connais assez bien. Après, il y a beaucoup de sources d'inspiration qui viennent aussi de photographie, de voyages, de lieux plus ou moins insolites ou plus ou moins exceptionnels. Aussi bien de nature ou de châteaux, de ruines, enfin des lieux qui parlent, qui ont des histoires à raconter. Et après, c'est un mélange d'expérience, on va dire, de lecture, de connaissances et d'imagination. Donc c'est un petit peu la rencontre de toutes ces choses-là qui donne lieu à l'écriture. Voilà. Tes auteurs préférés? Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent, qui... Oui, je pense qu'on a tous des auteurs un peu fétiches, un peu préférés. Dans mon cas, j'ai mis les pieds un peu dans le fantastique, enfin dans la fantaisie essentiellement, dans tout ce qui était littérature de l'imaginaire quand j'étais au collège. Alors, ma première lecture dans le genre, c'était le Hobbit de Tolkien. Comme Voilà. beaucoup, je pense. Donc voilà, comme beaucoup. Après le Hobbit, c'était Michael Moorcock avec son cycle d'Elric et toute une série d'autres ouvrages avec Corum, Funbeck. Il y a eu beaucoup de choses de Moorcock que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé notamment sa théorie du multivers et des rencontres, des projections d'une même personne, d'un même héros à travers différents univers qui peuvent plus ou moins se rencontrer et vivre des choses différentes ou communes. Et j'ai toujours été fasciné, je crois qu'on peut le dire, en tout cas très intéressé par tout ce qui était portail, portail entre les mondes, portail entre des mondes parallèles ou des mondes différents ou imaginaires. Tout ce qui était le voyage avec, on prend, je sais pas, Stargate, Sliders, toutes ces séries télé ou ces films qui moi me faisaient rêver. Et j'ai repris quand même en bonne partie cette composante de portail et de voyage entre les mondes dans une bonne partie de mes ouvrages parce que ça fait vraiment partie d'un élément central de mon expression. D'accord. Voilà. Est-ce que quand tu regardes un film, ça peut t'aider? Est-ce qu'une image ou un film peut te déclencher une inspiration? Est-ce que ça t'aide beaucoup? Je suppose que oui.
là j'ai pas d'idée, pas d'exemple en tête, mais il y a forcément des images, qu'elles soient fixes en photographie ou dans un livre ou sur internet ou dans un film qui éveillent effectivement des idées ou une forme d'inspiration entre guillemets ou qui font penser à une scène qu'on est en train d'écrire ou qu'on va écrire ou qu'on a écrite et qu'on pourrait modifier. Donc oui, ça éveille des choses forcément. Ou alors aussi au contraire, ah bah j'aurais pas fait ça comme ça, ou je vais éviter de faire ça, enfin voilà, ça va dans les deux sens. Il y a aussi bien des choses qu'on peut voir qui donnent envie de, pas forcément de les reproduire, mais de s'en inspirer, et d'autres où on a envie d'éviter d'arriver à ce résultat-là. Tout à fait. Tout à l'heure, donc tu disais que tu étais en auto-édition. Oui. Euh, Pourquoi choisir l'auto-édition et pas être passé par un éditeur classique traditionnel? Pourquoi? Alors avant de me lancer dans l'écriture, vraiment pour vendre mes livres et les proposer en fait à un public, j'ai passé presque 2 ans de prospection où j'ai beaucoup observé, j'ai fait beaucoup de salons, de festivals, j'ai discuté avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs pour mieux comprendre et puis mieux connaître le monde de l'édition qui m'était complètement inconnu. Et bah, de fil en aiguille, j'avais une très forte envie d'indépendance, une très forte envie de garder entre guillemets la maîtrise de ce que je faisais au niveau des partenaires, au niveau des délais. Parce qu'au niveau des délais d'impression, par exemple, en maison d'édition, une fois qu'on est sélectionné, accepté et validé, il faut compter entre 1 et 2 ans en moyenne pour que le livre sorte. Donc c'est quand même relativement long, même si c'est compréhensible avec les corrections et tout ce qu'il y a à faire comme travail en amont. Et dans mon cas, je voulais pouvoir facilement et entre guillemets rapidement sortir le livre une fois qu'il était vraiment prêt. Et alors, il y avait cet aspect-là, et l'aspect aussi de conserver mes droits pour disposer de mon œuvre comme je l'entendais et travailler avec les partenaires de mon choix, que ce soit dans le monde de l'édition ou pour tous les droits dérivés, donc en traduction, en éventuellement audiovisuel ou autre. Vraiment conserver mes droits et la possibilité d'en faire ce que je veux avec qui je veux. D'accord. Voilà. Et si un jour une maison d'édition t'approchait pour, pour te signer un contrat, c'est quelque chose que tu accepterais, que tu Oh oui. réfléchirais, mais tu accepterais pour un nouveau projet ou tu accepterais s'ils te reprennent sur des projets déjà existants? Ça dépend de la proposition qu'on me fait. J'ai déjà été approché 3 fois par 3 éditeurs différents pour ma saga de fantasy, qui est là, le cycle de McGowan. Les 2 premiers, les propositions ne m'intéressaient pas du tout, donc j'aurais simplement dit non une fois qu'on avait discuté un petit peu. Le troisième, on va probablement travailler ensemble sur uniquement un aspect numérique pour Apple Livre, puisque c'est un éditeur de transmédiatique et qui propose des contenus entre guillemets enrichis sur l'univers avec un site dédié à l'ouvrage ou en tout cas à la saga où on peut injecter de la vidéo, de l'audio, plein de choses. Et ça c'est quelque chose de différent et là l'expertise d'un éditeur qui est spécialisé là-dedans est intéressante. Donc on est en train de discuter actuellement sur les modalités précises du contrat, mais voilà, je suis complètement ouvert à la discussion avec les éditeurs. Et si les deux y trouvent leur compte, bah très bien. Voilà. Alors je vois que tu as vraiment une belle panoplie, tu as vraiment un bon univers. Euh, tout cet ensemble, tout cet univers, où on peut le retrouver au niveau des ventes? Est-ce qu'on peut le retrouver en magasin, ou tu es uniquement en salon, sur internet? Si on veut se procurer tes livres, où on peut les retrouver? Alors tous les livres sont disponibles en numérique partout. Donc Amazon, la Fnac, Kobo Rakuten, Apple Livres, De Citre, Chapitre, etc. On les trouve vraiment partout, y compris sur ma boutique en ligne. On peut acheter des livres numériques. Je peux aussi les dédicacer quand on les achète en direct. Voilà, c'est un peu l'avantage. Après, pour le papier, les romans peuvent être commandés n'importe où également. Alors, il y a un format américain qui est sur Amazon et ma boutique, et il y a un format français. Le format, c'est au niveau de la taille du livre en fait, et du nombre de pages. Le format français est juste un peu plus petit que le format américain. Alors justement, qu'est-ce que tu appelles le format français, le format américain? Alors le format français, c'est un format classique en 14,8 par 21. D'accord. Donc c'est des romans pour ma saga qui font entre 450 et 500 pages. Oui. Et le format américain, c'est un livre qui est un petit peu plus grand. Ça fait en gros presque 16 par presque 23 cm. D'accord, ouais. Du coup, il y a un peu moins de pages parce que c'est vraiment américain. Voilà, c'est le format classique américain. Et en passant par Amazon, ça me permet de faire du direct plus facilement. Donc il y a 2 formats. C'est le même livre à l'intérieur, c'est le même texte, c'est le même prix, mais le format est un petit peu différent.
D'accord. Et le format français, donc en 14,8 par 21, qui fait entre 450 et 500 pages, est disponible partout, en librairie, sur tous les sites marchands en ligne. N'importe qui peut le commander n'importe où. Du moment qu'on connaît soit mon nom de plume, soit le titre du livre, soit son ISBN, n'importe qui peut le commander. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a. Tu es sur un autre projet de livre actuellement, tu es en train d'en préparer un autre, il y a d'autres idées, il y a ton prochain livre que tu vas sortir. Alors, je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. Là actuellement, les projets en cours, il y a ma saga de fantasy, il y a le 4e qui sort en septembre. Sur ma série de contes lyriques et merveilleux, il y en a 27, les 9 premiers sont sortis, il y a le 10e qui va sortir là à l'automne. Donc ça se fait progressivement. Donc on va dire que c'est mes 2 projets au long cours qui vont m'occuper encore un certain temps, surtout pour les contes, parce que la saga touche à sa fin. Il y en a 5, donc le 4e est en train de sortir et le 5e va sortir bientôt, normalement en décembre, peut-être début 2021, parce que mon illustratrice a pris un peu de retard avec le coronavirus et du coup il y aura peut-être un décalage. Voilà. Sinon les autres projets, j'ai un arc sur les légendaires régionales que j'ai commencé avec la Bête Blanche de la Somme. Alors celui-ci, j'ai pas de date précise, j'ai simplement différentes thématiques sur lesquelles je fais des recherches. Il y a un gros travail de recherche pour celle-là, parce que je me base sur des témoignages de personnes qui ont assisté aux événements en question. Et à partir de ces témoignages, je vais faire une étude typographique sur place, et j'écris une histoire imaginée qui remet en avant la légende en question, à partir des éléments que j'ai pu regrouper, sur le territoire que j'ai visité à pied, en voiture et autres avant, pour que les personnes qui le souhaitent puissent suivre les pas des personnages et découvrir la légende sur place également. Voilà. Donc là, il y a un gros travail de recherche là-dessus. J'ai un autre projet en chantier qui est prêt mais qui me reste à écrire, qui est un roman de médiéval fantastique qui se passe dans l'Aisne, notamment sur les abbayes de Longpont, Vauclair et Saint-Jean-des-Vignes. Donc fin du 12e, début du 13e, ma période préférée. Voilà, ça va être du médiéval fantastique avec un mélange d'enquête. On va suivre les aventures d'un moine en fait, qui va mener une enquête sur des événements anormaux et un peu inquiétants qui se déroulent dans l'Aisne et notamment sur ces 3 abbayes. Donc j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Ça a l'air d'être intéressant. Voilà. Et j'ai un autre projet qui pareil est préparé, mais il faudra que je prenne le temps de l'écrire, qui est un roman de fantasy amérindienne qui se passe sur une île imaginaire, avec la rencontre entre 2 formes de magie, une magie un peu chamanique qu'on pourrait attribuer aux Indiens, enfin aux Amérindiens, aux Indiens d'Amérique avant la colonisation. Il y a vraiment une recherche là-dessus. Et une forme de magie plus fantasy avec des mages qui utilisent des sortilèges et ce genre de choses. Et ce roman tourne autour de la rencontre entre ces 2 formes de magie et le lien avec la nature, le rapport entre la nature et l'homme, le rapport des hommes entre eux, enfin voilà, tout ce qui est, on va dire, le rapport entre l'homme et le vivant. D'accord. Oui, vraiment quelque chose. Il y a un peu de spirituel. C'est un petit peu spirituel en même temps, non? Oui, un petit peu, ça va être de la fantaisie amérindienne, donc ça tend un peu vers le chamanisme. Et... Voilà, ça sera un peu différent des projets que j'ai menés jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que tu arrives vraiment à passer, tout en respectant ta période, tu arrives vraiment à passer, on va dire, d'une civilisation à une autre. Oui, c'est aussi l'intérêt. Voilà, c'est ça qui est bien. Comme pour les contes lyriques et merveilleux, j'exploite en grande partie la mythologie grecque. Il y a aussi de la mythologie japonaise, il y a aussi de la mythologie latine chez les Romains. Il y a aussi de la mythologie, on va dire, plus nordique, comme la sirène nordique ici. Là, on a une sirène grecque. Donc il y a des petits mélanges faits exprès à chaque fois et qui sont expliqués. La sirène nordique et l'hippocampe grec, voilà, 2 mythologies qui se rencontrent. Il y a la mythologie inuite chez les Esquimaux qui est très intéressante également. Donc au niveau des mythologies, j'exploite pas mal de sujets qui m'intéressent et en l'occurrence des créatures qui m'intéressent pour les faire vivre différemment, remettre en avant on va dire, les légendes originelles de ces créatures-là, qui ne sont pas toujours bien connues ou qui ont été déformées, et les transposer dans un univers imaginaire de type fantasy, et ajouter une touche lyrique avec des sonnets pour les dialogues, en bonne partie.